Poppy's vision. Wash away everything on this fjord. Everything. Circumstances, this would be a. No, no, no! We will die. It's not. There you go. That this makes sense.
une berceuse commence dans une chambre d'Arendelle. Deux petites filles, Elsa et Anna, écoutent leur père raconter la forêt enchantée du Nord. Dans son récit, le peuple de Northuldra vivait près des 4 esprits de la nature, la terre, le feu, l'eau et le vent. Puis des soldats d'Arendelle sont arrivés. Une cérémonie a tourné à l'affrontement, un mur de brume a enfermé la forêt, et personne n'a vraiment su ce qui s'était passé de l'autre côté. Ce détail, au début de La Reine des Neiges 2, paraît presque doux. Agnard raconte une histoire ancienne pour calmer ses filles. Pourtant, sa voix hésite quand il décrit le barrage construit par son propre royaume. Il assure qu'il s'agissait d'un cadeau, un geste d'amitié offert à Northuldra. Mais le film place déjà un doute dans le récit officiel. Pourquoi la forêt, après cette supposée générosité, aurait-elle été condamnée à disparaître derrière une brume impénétrable? Les enfants réclament la suite. Leur mère, Iduna, les rejoint et chante une mélodie venue du Nord, une chanson sans réponse nette, dont les mots parlent d'une rivière qui garde en mémoire ce qu'elle a vu. Elsa ne sait pas encore que cette mélodie appartient à sa mère autant qu'à elle. Anna, elle, ne voit qu'un moment de famille. Cette différence est essentielle. Dès l'enfance, Elsa entend ce que les autres ne perçoivent pas. Son pouvoir n'est jamais présenté comme une récompense confortable. C'est une porte entr'ouverte, et derrière elle, il y a toujours une question. Des années plus tard, Arendelle a retrouvé un bonheur très concret. La ville prépare l'automne. Anna traverse les rues avec une énergie qui déborde de chaque geste. Olaf s'émerveille devant les feuilles qui changent de couleur. Christophe cherche le bon instant pour demander Anna en mariage. Et Elsa règne avec une sérénité acquise de haute lutte. Le premier film s'était achevé sur une promesse de stabilité. Les portes du château étaient ouvertes. Les deux sœurs ne vivaient plus séparées par la peur, et la reine pouvait enfin assumer ce qu'elle était. Mais Elsa ne danse pas tout à fait au même rythme que les autres. Quand la famille joue à deviner les changements d'une scène avec Olaf, elle sourit, participe, puis laisse son regard se perdre une seconde vers les fenêtres du château. C'est une petite absence, pas une déclaration. Elle suffit pourtant à faire sentir que le bonheur d'Arendelle ne répond pas à tout ce qui remue encore en elle. La nuit, cette inquiétude prend une forme précise, une voix. Elle appelle Elsa par une phrase musicale qui revient, souple, lointaine, presque impossible à situer. Elsa essaie de l'ignorer. Elle se dit que ce n'est peut-être rien. Mais sa magie réagit avant sa raison. Une ligne de glace se dessine sous ses doigts, puis grimpe sur les murs et ouvre devant elle des formes qui n'étaient pas là. La voix ne lui demande pas de fuir Arendelle. Elle lui demande, plus dangereusement, de regarder au-delà de ce qu'elle croyait avoir compris. Elsa finit par répondre. Son chant, dans un autre monde, ne ressemble pas à une simple envie d'aventure. Elle énumère tout ce qu'elle risquerait de perdre. Sa place, sa sécurité, les personnes qu'elle aime. Puis elle répond quand même. Ce choix arrive avant toute catastrophe visible. C'est Elsa qui donne une prise à l'inconnu parce qu'une part d'elle a toujours su que son histoire ne pouvait pas s'arrêter au couronnement. La réaction est immédiate. Le vent traverse le château. La terre tremble sous Arendelle. Des bras de feu surgissent de la fontaine. L'eau se soulève dans le fjord et des pierres gigantesques menacent les maisons. Le royaume ne subit pas une invasion extérieure. Il est rappelé à l'ordre par les forces mêmes qu'il avait cessé de considérer. Dans la panique, Elsa ne cherche pas à protéger son image de reine. Elle façonne un immense mur de glace pour détourner une vague, puis guide les habitants vers les falaises qui surplombent la ville. Le mouvement est très clair. Au lieu de quitter Arendelle seule pour résoudre son énigme, Elsa fait sortir tout le royaume de ses murs. Le danger devient collectif. Anna, qui a passé le premier film à poursuivre sa sœur pour la sauver, prend ici une autre place. Elle reste près d'elle, oui, mais elle organise aussi l'évacuation, rassure les habitants et refuse de laisser Elsa décider seule de ce qui doit être sacrifié. Après le chaos, les trolls arrivent. Pabi, leur chef, ne prétend pas connaître toute la réponse. Il montre plutôt une vision, la forêt enchantée, la brume, le feu et les silhouettes de soldats. Sa phrase est mesurée. Le passé doit être réparé. Il ne dit pas qu'Elsa est coupable.
il ne lui offre pas non plus un chemin simple. Il rappelle que les choix d'une génération ne disparaissent pas parce que les enfants ont grandi avec une autre version de l'histoire. Elsa décide donc d'aller vers le nord. Anna part avec elle. Christophe, Sven et Olaf les accompagnent. Leur groupe est plus soudé que dans le premier film, et c'est précisément ce qui rend leur voyage différent. Il ne s'agit plus de réunir deux sœurs qui se sont perdues. Il s'agit de voir si leur lien peut survivre à une vérité qui concerne leur famille, leur royaume, et la manière même dont Elsa comprend ses pouvoirs. Sur le chemin, le film laisse Christophe essayer, encore et encore, de formuler sa demande en mariage. Il prépare ses mots, se met à genoux au mauvais moment, interprète de travers les réactions d'Anna. Ces scènes sont légères, mais elles ne sont pas simplement là pour détendre l'atmosphère. Christophe veut promettre quelque chose de stable, alors que tout autour d'eux devient mouvant. Anna l'aime, mais elle est absorbée par Elsa et par la menace qui pèse sur Arendelle. Leur décalage ne vient pas d'un manque de sentiments, il vient de l'urgence. La route les conduit jusqu'à l'ancienne frontière. La brume est là, blanche et compacte, comme une paroi sans porte. Elsa tend la main. Une ligne de glace quitte ses doigts, entre dans le brouillard, puis revient vers elle sous la forme d'une sculpture. C'est Olaf qui reconnaît la scène. Un soldat d'Arendelle sauve une jeune fille de Northuldra au milieu du combat. Le passé n'est donc pas seulement une légende racontée par un roi. Il contient au moins un geste de secours, une preuve que les deux peuples n'étaient pas condamnés à se haïr. Au moment où Elsa touche l'image, la brume s'écarte. Ce n'est pas une victoire conquise par la force. La forêt les laisse entrer parce qu'une mémoire a été reconnue. De l'autre côté, les arbres sont immenses, les couleurs plus profondes, l'air chargé de feuilles et de poussière. La caméra ne découvre pas une terre hostile au sens classique. Elle découvre un lieu suspendu, resté presque intact pendant 34 ans, avec une histoire qui n'a jamais trouvé son dénouement. Très vite, le vent se manifeste. Il tourne autour d'Olaf, attrape son nez, éparpille ses feuilles et transforme le bonhomme de neige en jouet improvisé. Anna baptise cet esprit Gale. Le nom est simple, presque enfantin, mais il a une conséquence. Le groupe cesse de répondre à l'inconnu par la peur seule. Chaque esprit demande une manière différente d'être approché. Gale se calme quand Elsa joue avec lui. Le feu, lui, exigera autre chose. Une colonne de flammes se dresse entre les arbres. Elsa essaye d'abord de la contenir avec sa glace, mais le geste ne fait que durcir le conflit. Le feu bondit, se brise contre les troncs, repart. Puis apparaît sa source, une minuscule salamandre nerveuse, qui court sur les pierres brûlantes et s'enflamme dès qu'elle se sent menacée. Elsa ne gagne pas contre elle. Elle descend à son niveau, la refroidit délicatement et lui tend une main où se forme un petit flocon. Le contraste est beau parce qu'il ne repose pas sur un discours. Une reine capable de construire des palais de glace calme un esprit de feu en s'agenouillant près de lui. Elsa a longtemps traité son pouvoir comme quelque chose à contrôler de peur qu'il ne blesse les autres. Ici, elle commence à l'utiliser comme un langage. La salamandre comprend qu'elle n'est pas attaquée et le feu se retire. Cette paix provisoire est interrompue par des voix humaines. Des guerriers de Northuldra entourent le groupe. Leur chef, Yelena, ne connaît Arendelle qu'à travers la trahison et l'enfermement de la forêt. Pour elle, les vêtements, les emblèmes, le simple accent des visiteurs suffisent à réveiller une vieille méfiance. Anna essaie de parler. Elsa avance, sans armes. Mais les anciens soldats d'Arendelle surgissent alors à leur tour, menés par le lieutenant Mathias. Mathias n'a pas vieilli au même rythme que le reste du royaume, parce que la brume a arrêté son monde en 1840. Il pense toujours servir le roi Runar, le grand-père d'Elsa et d'Anna. Il ignore que son roi est mort depuis longtemps, qu'Agnar a régné après lui, puis qu'Elsa est devenue reine. Lorsqu'il la regarde, il ne voit pas d'abord une jeune femme à la magie inquiétante. Il voit la petite fille du souverain auquel il a juré fidélité. C'est touchant et inquiétant à la fois. Sa loyauté est sincère, mais elle repose sur une version du passé qui n'a jamais été mise à l'épreuve. Elsa ne peut pas lui demander de la croire sur parole. Elle crée alors une autre sculpture de glace, une mémoire tirée de l'eau. Cette fois, le geste d'un soldat devient central.
Au cœur de la bataille, le jeune lieutenant Agnar a été sauvé par une fille de Northuldra. Yelena reconnaît le châle de cette fille. Mathias comprend que le garçon secouru était le futur roi d'Arendelle. Les deux groupes découvrent qu'ils ne sont pas seulement reliés par la guerre, ils le sont par un sauvetage que l'histoire officielle avait laissé dans l'ombre. Le film choisit ici une solution fragile. Personne ne se serre immédiatement dans les bras. Les soldats et les Northuldra restent séparés, leur camp reste distinct. Mais la question change. Elle n'est plus « lequel des deux peuples a commencé ?» Elle devient « qui avait intérêt à ce que la guerre ne puisse jamais être racontée honnêtement ?» Yelena explique alors la logique de la forêt. Les quatre esprits ne sont pas des divinités à commander. Ils sont les forces qui maintiennent l'équilibre. Et il existe un cinquième esprit, un lien entre les humains et la nature. Elsa entend ces mots sans oser encore les accepter. Elle a passé sa vie à vouloir savoir pourquoi elle était différente. Pour la première fois, une réponse semble se dessiner. Mais elle implique que son identité ne se trouve pas seulement dans ses souvenirs. Elle se trouve dans une dette plus vaste, héritée avant sa naissance. La nuit, Olaf joue avec des cristaux de glace créés par Elsa. Il reconstitue la rencontre d'Agnar et d'Iduna, puis le sauvetage dans la forêt. La vérité intime d'Elsa apparaît presque par accident. Sa mère était la jeune Northuldra qui avait sauvé son père. Iduna avait quitté la forêt, rejoint Arendelle et épousé Agnar. Elsa et Anna ne sont donc pas seulement les héritières d'un royaume. Par leur mère, elles portent aussi la mémoire du peuple enfermé derrière la brume. Cette révélation change la manière dont Elsa regarde la voix. Elle ne l'appelle plus seulement parce qu'elle possède un don. Elle est appelée parce que ses parents ont fait exister, par leur rencontre, un pont que Runar avait voulu détruire. Le premier film racontait que l'amour d'Anna pouvait sauver Elsa du gel. Le second élargit ce principe. Une relation entre deux personnes peut réparer, longtemps après elle, une rupture entre deux mondes. Au matin, Elsa veut suivre Gall jusqu'à une falaise qui donne sur la mer sombre. Anna insiste pour venir. Elsa accepte, mais son inquiétude se lit dans son regard. Elle sait que la prochaine étape est plus dangereuse. Il ne s'agit plus d'interpréter une histoire racontée par d'autres. Il faudra aller là où la mémoire garde les faits sans les arranger. Avant de quitter le camp, Anna trouve Christophe seul parmi les arbres. Il essaie une nouvelle fois de préparer sa demande, cette fois en chantant avec Sven et les reines. La scène assume franchement son style presque rock, avec ses grands gestes et ses faux airs de clip des années 1980. Pourtant, son cœur est très simple. Christophe ne cherche pas une formule parfaite pour impressionner Anna. Il cherche à lui dire qu'il sera là quand elle se sentira seule. Cette promesse prendra tout son sens plus tard, quand les mots faciles auront disparu. Elsa atteint enfin le bord de la mer. L'eau est noire, agitée, sans horizon rassurant. Un cheval translucide surgit des vagues. Le Nock, esprit de l'eau, il ne s'approche pas avec la curiosité joueuse de Gall ni avec la nervosité de la salamandre. Il frappe, entraîne Elsa sous la surface, la rejette contre les rochers. La reine répond par des vagues de glace, mais elle glisse sur lui. Cette rencontre ne peut pas être gagnée par une démonstration de puissance, parce que le Nock est précisément la force qui échappe à son contrôle. Elsa finit par monter sur son dos. C'est un geste presque impossible. Elle ne détruit pas le cheval, elle obtient sa confiance. Le Nock traverse alors la mer avec elle vers une silhouette blanche qui se détache au loin, Artoalan. La rivière dont Iduna chantait le nom existe. Et si elle conserve réellement les souvenirs du passé, Elsa est sur le point d'y trouver une vérité qui peut sauver la forêt ou condamner définitivement Arendelle. Le lieu n'est pas un palais secret qui attendrait Elsa depuis toujours. Artohalan est une étendue de glace immense, mouvante, parcourue de reflets bleus. Elle ressemble moins à un bâtiment qu'à une mémoire devenue paysage. Elsa y entre seule, d'abord avec prudence. Ses pas font naître sous la glace des figures de lumière, des silhouettes d'enfants, des fragments de gestes. Elle aperçoit Agnar et Iduna jeunes. Elle entend à nouveau la chanson de sa mère. Puis les souvenirs se précisent. Le film donne à Artoalan une règle que l'on peut comprendre sans manuel de mythologie. L'eau a une mémoire.
Lorsqu'Elsa touche les cristaux de glace, elle ne lit pas des archives parfaitement classées. Elle reçoit des échos. Certaines scènes sont nettes, d'autres seulement suggérées par une forme, un mouvement, une voix. Cette fragilité compte. Une mémoire n'est pas une preuve parce qu'elle est ancienne. Elle devient une preuve parce qu'elle révèle ce que les récits officiels ont essayé d'effacer. Elsa voit d'abord son père enfant, sauvé par Iduna dans la confusion de la bataille. Ce moment répond à une question laissée ouverte depuis le début. Agnar n'était pas un combattant cynique qui aurait choisi de trahir Northuldra. Il était un garçon effrayé, séparé des autres, porté hors du danger par une inconnue. Quand il raconte plus tard la forêt à ses filles, il transmet donc une histoire incomplète, pas forcément un mensonge volontaire. Il a vu assez pour savoir que quelqu'un lui avait sauvé la vie. Il n'a jamais su qui, ni pourquoi la paix avait éclaté. Iduna, elle, savait davantage. Elle avait gardé son origine secrète à Arendelle, peut-être parce que les tensions anciennes rendaient cette vérité difficile à partager, peut-être parce qu'elle protégeait la vie qu'elle construisait avec Agnar. Mais le film refuse de faire d'elle une figure passive dont le seul rôle serait d'expliquer Elsa. C'est Iduna qui sauve Agnar. C'est Iduna qui chante à ses filles la mélodie de son peuple. C'est encore elle qui, avec Agnar, cherche à Toalan après avoir compris que la magie d'Elsa exigeait des réponses. Leur disparition en mer, évoquée sans insister sur la catastrophe, prend alors un autre sens. Ils partaient vers la source même de cette histoire. Cette tristesse ne reste pas abstraite. Elsa comprend que ses parents ne l'avaient pas abandonnée en cherchant une solution à son problème. Ils avaient entrepris un voyage parce qu'ils l'aimaient et parce qu'ils avaient reconnu qu'aucun parent ne peut protéger indéfiniment son enfant en lui cachant les raisons de sa différence. La voix qui la guidait n'est pas le fantôme d'une mère qui réclame une dette. C'est la trace d'un amour qui continue de l'orienter. Pendant qu'Elsa avance sur la glace, Anna attend au bord de la mer avec Olaf. Elle ne voit pas ce qu'Elsa voit. Elle connaît seulement l'angoisse très physique de rester derrière. Dans le premier film, Anna avait dû poursuivre une sœur qui refusait d'être rejointe. Ici, Elsa l'a emmenée jusqu'à la frontière de son secret, puis l'a laissée là, au pied d'un vide. Anna ne se résigne pas. Elle suit la piste, traverse le passage qui mène à Toalan et rejoint Elsa dans une grotte de glace. Leur échange est bref, mais ils concentrent leur conflit le plus profond. Anna demande à Elsa de promettre qu'elle ne la laissera pas derrière elle. Elsa répond qu'elle ne peut pas faire cette promesse. Pas parce qu'elle aime moins Anna, mais parce qu'elle sent que le chemin exige une solitude qu'elle ne sait pas encore expliquer. Le film ne transforme pas cette réponse en cruauté. Il montre deux sœurs qui veulent se protéger et qui, à cet instant, donnent à la protection des sens opposés. Pour Anna, rester ensemble est la seule sécurité réelle. Pour Elsa, avancer seule est peut-être la seule manière de ne pas entraîner Anna vers un danger irréversible. Elsa demande donc à Anna et Olaf de repartir vers la forêt. C'est une décision douloureuse, et elle est filmée sans triomphe. Anna accepte parce qu'elle fait confiance à sa sœur, mais son visage ne confirme pas qu'elle est rassurée. Elle a déjà appris que l'amour ne consiste pas à garder quelqu'un près de soi par la force. Pourtant, ce savoir ne rend pas l'attente moins pénible. Restée seule, Elsa entend la voix l'appeler plus haut. Le chemin devient de plus en plus étroit, les parois plus claires, et les souvenirs gagnent une précision inquiétante. C'est là que Je te cherche devient le cœur émotionnel du film. Elsa ne chante plus pour savoir si elle doit répondre. Elle réclame enfin une réponse à l'absence de ses parents, à la peur de son pouvoir, à cette sensation de n'être jamais tout à fait à sa place. Son appel est presque une enquête, mais une enquête menée avec le corps entier, dans un paysage qui peut s'effondrer sous elle. Elle trouve le souvenir déterminant dans une chambre de glace. Le roi Runar se tient avec les chefs de Northuldra près du barrage. L'accueil paraît cordial. Puis Runard attaque soudain le chef du peuple. Le geste est rapide, si rapide, que l'on comprend pourquoi il a pu être enseveli sous des décennies de versions contradictoires. La guerre n'est pas née d'un malentendu symétrique. Elle a été voulue par le roi d'Arendelle. Pourquoi? Runar le dit avant de frapper. Il ne fait pas confiance à la magie de Northuldra.
Il considère les esprits comme une menace contre son contrôle. Le barrage n'avait donc jamais été un cadeau innocent. Il devait affaiblir la forêt, modifier ses eaux, rendre Northuldra dépendant d'Arandel et permettre au roi de surveiller un peuple qu'il ne pouvait pas dominer ouvertement. Voilà la pièce qui manquait à toute l'histoire. Le royaume qui se croyait généreux a bâti sa paix sur une violence déguisée en bienfait. La force de cette révélation vient aussi de ce qu'elle ne transforme pas Elsa et Anna en coupables par héritage. Elles n'ont pas choisi Runar. Mathias n'a pas choisi Runar non plus. Pas plus que les soldats bloqués dans la brume. Mais aucun d'eux ne peut réparer la situation en répétant que leurs intentions présentes sont bonnes. La blessure vient d'un acte concret, un meurtre, une attaque, un barrage qui empoisonne l'équilibre de la forêt. La réparation devra donc elle aussi devenir concrète. Elsa comprend immédiatement que le barrage doit tomber. Mais elle comprend également la conséquence que personne ne peut esquiver. S'il est détruit, l'eau qu'il retient se déversera vers le fjord. Arandel se trouve sur sa route. Le film ne propose pas une solution magique au moment où la vérité apparaît. Il oblige ses héroïnes à regarder deux obligations qui semblent incompatibles. Protéger la ville ou rendre justice à la forêt. Sauver le présent ou reconnaître le passé. Cette question est d'autant plus dure qu'Elsa est reine. Dans le premier volet, elle devait apprendre à ne plus régner depuis une chambre fermée. Dans celui-ci, elle doit décider si son pouvoir politique mérite d'être préservé lorsque son royaume porte la faute originelle. Sa couronne ne lui donne pas le droit de choisir un mensonge plus confortable. Elle lui donne le devoir de regarder la vérité en face, même si cette vérité menace les murs qu'elle a juré de défendre. Elsa envoie le souvenir à Anna par une flèche de glace. Le geste paraît simple, presque abstrait. Une lumière file dans la nuit. Pourtant, c'est l'un des choix les plus importants du film. Elle ne garde pas la vérité pour décider seule. Elle la transmet à sa sœur. Depuis leur enfance, Elsa a été tentée de porter toute la charge pour éviter qu'Anna souffre. Cette fois, elle partage la preuve, même si cela signifie demander à Anna de faire face à l'impensable. Puis Elsa avance encore. C'est là que son désir de savoir devient dangereux. Atoalan lui montre la trahison de Runar, mais elle veut voir plus loin, comprendre la dernière zone d'ombre. Elle demande à la mémoire de remonter là où personne ne doit aller. La glace l'avertit pourtant. Le froid gagne ses mains, le blanc monte sur ses cheveux. Les mouvements deviennent plus lents. Comme dans le premier film, la magie d'Elsa ne la détruit pas parce qu'elle serait mauvaise. Elle la détruit lorsqu'elle refuse de reconnaître une limite. Le moment est particulièrement cruel parce que la réponse est enfin là. Elsa sait qui elle est, le cinquième esprit, le pont entre le monde humain et les forces de la forêt. Les quatre esprits forment une sorte de losange autour d'elle. La salamandre, Gale, le Noc et les géants de pierre ne sont plus des menaces isolées. Ils la reconnaissent, mais cette reconnaissance arrive alors qu'elle se fige. Son corps devient une statue de glace, figée au milieu du palais de souvenirs. Avant de disparaître, Elsa parvient à envoyer un dernier message. C'est une vision pour Anna. Le barrage doit être détruit. Elle n'explique pas tout avec des mots. Elle n'a plus le temps. Anna reçoit la lumière et comprend deux choses presque en même temps. Elsa a trouvé la vérité, et Elsa est peut-être perdue. Olaf ressent alors le changement. Les flocons qui le maintiennent vivant commencent à se disperser. Il ne panique pas, et c'est ce qui rend la scène si tendre. Il raconte à Anna qu'il a fait quelques découvertes sur la vie, qu'il a appris des choses. Il voudrait pouvoir les garder. Puis il se désagrège doucement, sans grand geste héroïque. Anna se retrouve seule dans une grotte avec le dernier message de sa sœur, la disparition d'Olaf, et une mission qui semble exiger de détruire sa propre ville. Cette solitude est le véritable passage à l'âge adulte d'Anna. Elle a toujours eu la capacité de courir vers les autres, de croire à l'amour, de refuser le désespoir. Mais elle pouvait jusqu'ici s'appuyer sur Elsa, sur Christophe, sur Olaf, sur une présence à sauver ou à retrouver. Dans « Je fais le choix », elle ne reçoit aucune promesse que tout ira bien. Elle ne sait même pas si Elsa est encore vivante. Elle pose un pied devant l'autre parce que la prochaine chose juste reste la seule chose qu'elle puisse faire.
La chanson ne dit pas qu'Anna devient soudain invulnérable, elle dit l'inverse. Elle reconnaît que la douleur est trop grande, que l'avenir n'est plus visible. Et elle avance tout de même. C'est une distinction très fine, mais elle change le personnage. Le courage d'Anna ne vient plus seulement de son optimisme, il vient de sa capacité à agir quand l'optimisme ne suffit plus. Christophe la retrouve dans la forêt. Il ne lui demande pas de se calmer, ne l'interrompt pas avec sa demande en mariage, ne transforme pas sa tristesse en problème à résoudre immédiatement. Il l'écoute. Puis il lui promet simplement qu'il est là. La scène répond à tous ses essais maladroits précédents. Christophe ne trouvait pas les bons mots parce qu'il cherchait une grande déclaration. Au moment où Anna a réellement besoin de lui, il prononce la phrase la plus sobre et la plus juste. Anna lui explique le plan. Les géants de terre sont les seuls capables de pulvériser le barrage. Il faudra les provoquer, courir et les orienter vers le mur de pierre. C'est un plan dangereux, construit avec les éléments qui ont été présentés presque discrètement plus tôt. La violence des géants, la mobilité de Gaal, la confiance avec les Northuldra et les soldats. Rien n'arrive du dehors pour sauver les héros. La résolution se prépare par les alliances que le film a patiemment rendues possibles. Mathias accepte de se joindre à eux, malgré le poids de son serment à Runar. Son choix mérite d'être observé. Il ne renie pas sa vie de soldat avec facilité. Il comprend que servir réellement Arndel ne signifie pas obéir pour toujours à l'image idéalisée d'un roi mort. Sa loyauté change d'objet. Elle va désormais vers les habitants qu'il doit protéger, y compris lorsqu'il faut reconnaître que le fondateur de leur ordre a commis une faute. Yelena et les Northuldra acceptent eux aussi d'aider. La confiance ne devient pas magique en une scène. Les blessures sont trop anciennes pour cela. Mais la vérité sur Runar a déplacé la responsabilité. Les groupes savent maintenant que l'ennemi n'est pas la personne placée en face d'eux. C'est la logique qui avait fabriqué le barrage, la peur de l'autre, déguisée en protection. Anna se met alors en route vers le barrage. Elle ignore encore que, de l'autre côté de la mer, Elsa est figée, immobile, au cœur d'Atoalan. Le film place les deux sœurs dans des espaces opposés. Elsa est immobilisée par sa quête de vérité. Anna, qui avait souvent été définie par son mouvement, doit devenir celle qui agit pour que la vérité ait des conséquences. L'une a découvert le passé, l'autre devra décider de ce que le présent accepte d'en faire. Le barrage ne ressemble pas à une forteresse démoniaque. C'est un ouvrage solide, presque banal, posé au milieu d'un paysage grandiose. C'est exactement ce qui le rend plus troublant. Les injustices les plus durables ne se présentent pas toujours avec le visage spectaculaire d'un tyran. Elles peuvent prendre la forme d'une construction utile en apparence, d'un geste diplomatique, d'une habitude que personne ne pense plus à interroger. Anna regarde cette masse de pierre et comprend que la détruire ne réparera pas d'un coup 34 années de séparation. Elle ouvrira seulement la possibilité d'une réparation. Avec Christophe, Olaf absent, Mathias, Yelena et les deux groupes désormais alliés, elle prépare l'attaque. Les géants dorment dans la forêt. Ils sont imposants, lents lorsqu'ils reposent, mais leur colère fait trembler le sol. Anna attire leur attention avec une série de coups et de cris, puis s'enfuit. Le plan n'a rien d'élégant. Il tient à une course, à la confiance dans ceux qui l'accompagnent et à la capacité de chacun à ne pas céder une seconde trop tôt. Les rochers lancés par les géants passent près d'Anna et de Christophe. Gaal les pousse dans la bonne direction. Mathias et les soldats ouvrent le passage. Les Northuldra connaissent le terrain et évitent que la fuite devienne une panique. Chaque personnage agit selon ce qu'il a appris, sans qu'aucun ne prenne toute la lumière. La scène est mouvementée, mais sa logique reste très précise. Les géants ne sont pas l'arme d'Anna. Ils sont une force que personne ne maîtrise. Anna ne peut que leur donner une cible plus juste que les gens qu'ils poursuivent. Au dernier moment, elle se place devant le barrage. Le plan exige qu'elle reste assez longtemps pour que les géants la visent, puis qu'elle s'écarte. C'est un instant de décision pure. Anna ne sait pas si la vague va détruire Arendelle. Elle sait seulement que préserver le barrage reviendrait à conserver, en connaissance de cause, l'acte de Runar. Elle se jette de côté. Les pierres frappent. Le mur cède.
La brume se lève immédiatement. La forêt respire de nouveau, mais la victoire a un prix annoncé depuis le début. L'eau retenue par le barrage se libère avec une violence immense. Elle dévale les vallées vers le fjord, puis vers Arendelle. Dans la ville évacuée, les habitants voient au loin une masse d'eau qui dépasse les maisons. Le film ne fait pas semblant que le choix d'Anna était sans conséquence. Il l'était, c'est même pour cela qu'il a un poids moral. À Atoalan, la destruction du barrage restaure l'équilibre rompu. Elsa revient à elle. La glace qui l'enfermait se brise et son souffle revient au même instant qu'Olaf se recompose dans la forêt. Ce retour d'Olaf, avec son premier souffle joyeux et ses questions retrouvées, apporte un soulagement presque enfantin, mais il ne retire rien à ce qu'Anna a traversé. Elle a eu le temps de croire qu'elle l'avait perdu. Son acte n'était pas calculé sur une garantie de récompense. Elsa comprend alors que la vague fonce vers Arendelle. Elle sort d'Atoalan sur le Nock, traverse la mer et rejoint le fjord au moment où l'eau s'apprête à engloutir le château. La scène fait écho à celle du début. Elsa avait déjà érigé un mur de glace pour protéger la ville d'une vague. Cette fois, elle ne construit pas un obstacle rigide. Elle utilise sa magie pour soulever l'eau, la figer, la diviser et la repousser contre les falaises. La ville est sauvée, non parce que le barrage aurait dû rester debout, mais parce qu'Elsa a appris à mettre son pouvoir au service d'une vérité qu'elle n'essaie plus de contourner. Il y a quelque chose de très juste dans le fait que les deux sœurs sauvent Arendelle par des actes opposés et complémentaires. Anna accepte le risque de perdre la ville afin de détruire la structure qui la rendait complice d'une ancienne violence. Elsa sauve la ville de l'eau, libérée par cette décision. Aucune des deux ne peut accomplir l'ensemble du geste seule. Si Elsa avait voulu conserver le barrage, la forêt serait restée blessée. Si Anna avait détruit le barrage sans qu'Elsa comprenne enfin son rôle, la vague aurait tout emporté. Leur amour n'est plus seulement un réflexe de protection. Il devient une confiance capable de laisser l'autre agir là où elle-même ne peut pas aller. Après la vague, Elsa et Anna se retrouvent dans les ruines partielles du port. Leur étreinte ne nécessite aucune grande explication. L'une avait découvert qu'elle était le cinquième esprit, l'autre venait d'agir sans savoir si elle serait sauvée. Le film ne leur demande pas de redevenir les petites filles de l'ouverture, réunies à l'abri d'une chambre. Il les montre adultes, vivantes et désormais capables de se reconnaître dans leurs différences. Le dénouement choisit ensuite une séparation douce. Elsa reste dans la forêt enchantée. Elle n'abandonne ni Anna ni Arendelle. Elle accepte que son rôle se situe entre les deux mondes. Elle porte les vêtements de Northuldra, monte le Nock, vit auprès des esprits et visite régulièrement sa sœur. Anna devient reine d'Arendelle. Ce partage peut surprendre, car les films Disney ont souvent tendance à refermer leur histoire par un retour à l'ordre initial. Ici, l'ordre final est plus ouvert. Elsa ne revient pas s'asseoir seule sur le trône. Anna ne devient pas reine par accident ou parce que sa sœur échoue. Chacune trouve une place qui correspond à ce qu'elle a prouvé. Anna a toujours eu le rapport le plus immédiat aux autres. Elle écoute les habitants, parle à Mathias sans le réduire à son uniforme, comprend la douleur de Yelena et accepte de prendre une décision politique qui blesse son propre royaume à court terme. Sa couronne finale ne récompense pas seulement sa bravoure. Elle confirme qu'elle sait diriger sans dissocier la tendresse de la responsabilité. Elsa, elle, cesse enfin de chercher une normalité qui ne lui convient pas. Depuis l'enfance, elle avait appris à cacher ses gestes, à verrouiller une porte, à contrôler chaque émotion. Depuis son couronnement, elle avait appris à être une reine aimée. Mais Artoalan lui révèle une autre vérité. Son lien à la magie n'est pas une anomalie à justifier devant les autres. C'est une relation à entretenir avec attention. La forêt ne lui demande pas d'être souveraine ou solitaire. Elle lui demande d'être un pont. Le mot « pont » pourrait paraître abstrait s'il n'était pas constamment incarné. Iduna avait relié un garçon d'Arendelle à la forêt en lui sauvant la vie. Agnar et Iduna avaient relié deux héritages par leur amour. Elsa relie les humains aux esprits. Anna relie Arendelle à la réparation qu'il lui devait. Même Olaf participe à cette fonction, il transforme des morceaux de glace en histoires compréhensibles
et son regard d'enfant rend visible ce que les adultes ont laissé se perdre dans leur récit. Le mariage de Christophe et Anna est annoncé non pas comme l'accomplissement principal de l'aventure, mais comme une promesse placée après la crise. Christophe formule enfin sa demande avec simplicité. Anna accepte avant même qu'il ait fini. C'est la bonne conclusion pour eux. Ils n'avaient pas besoin d'une épreuve qui prouve qu'ils s'aiment. Ils avaient besoin de comprendre comment rester présent quand l'autre est absorbé par une douleur qu'on ne peut pas résoudre à sa place. Le dernier mouvement du film est une lettre. Elsa écrit à Anna depuis la forêt et lui raconte qu'elle passe une soirée avec les esprits, qu'elle se sent à sa place, qu'elle pense à elle. Anna lui répond depuis Arendelle. La distance existe, mais elle n'est plus une séparation. Les deux sœurs ont passé leur enfance derrière des portes différentes, chacune convaincue qu'elle devait protéger l'autre de ce qu'elle était. Elles peuvent maintenant vivre dans deux lieux, avec deux responsabilités, sans laisser le silence prendre la place de l'amour. Cette fin explique aussi le titre original, Frozen 2. Le film est bien une suite, mais il ne cherche pas simplement à reproduire les mécanismes de 2013 avec une nouvelle chanson et un nouveau danger. Le premier récit faisait de l'hiver une expression de la peur d'Elsa. Le second s'intéresse à ce qui reste gelé dans une famille et dans un pays. Un souvenir tronqué, une faute transmise, une histoire répétée sans être vérifiée. La glace devient donc moins un symbole d'isolement qu'un matériau de mémoire. Elsa peut y voir ce qui a été conservé, mais elle risque aussi d'y rester prisonnière si elle confond la vérité avec le droit de tout porter seul. Le retour d'Olaf prend dans ce cadre une couleur particulière. Il est créé par la magie d'Elsa, mais son rôle n'a jamais été de servir de simple mascotte. Dans le premier film, il représentait l'innocence qui survit au froid. Ici, il devient celui qui cherche à comprendre ce qui change. Quand l'automne arrive, il demande si tout sera encore là après. Il chante qu'il saura tout quand il sera plus grand, avec une confiance qui fait sourire. Puis, lorsqu'il disparaît à Hatoalan, le film répond avec une douceur inattendue. Grandir ne signifie pas obtenir une explication qui supprime toute peur. Cela signifie apprendre à avancer alors que certaines choses échappent encore. Olaf revient, parce qu'Elsa revient, mais il garde les découvertes de son voyage. Il a vu que certaines choses ne restent pas telles qu'elles sont. Les feuilles tombent, les saisons changent. Les personnes que l'on aime peuvent s'éloigner, puis revenir autrement. Sa présence à la fin garantit que le film ne se referme pas dans une gravité excessive. Il rappelle que la mémoire n'est pas seulement un fardeau historique, elle est aussi ce qui permet de raconter, de rire, de faire tenir ensemble les fragments d'une vie. La Reine des Neiges 2 a été réalisée par Chris Buck et Jennifer Lee, qui avaient déjà co-dirigé le premier film. Jennifer Lee en a également écrit le scénario. Cette continuité n'est pas une information décorative. On la ressent dans la façon dont la suite refuse de traiter Elsa et Anna comme des versions figées de leurs personnages de départ. Leurs peurs sont les mêmes à la racine, mais elles ont changé de forme. Elsa ne se cache plus derrière une porte. Elle s'expose au risque de vouloir comprendre sans personne. Anna ne doute plus de l'amour de sa sœur. Elle doit apprendre à ne pas se briser quand cet amour ne peut pas lui donner une certitude immédiate. Les voix originales gardent elles aussi cette continuité. Idina Menzel prête à Elsa une puissance qui peut devenir fragilité sur une seule phrase. Kristen Bell donne à Anna une vitesse, une chaleur et parfois une panique très humaine. Josh Gad fait d'Olaf un personnage dont l'humour ne gomme jamais la sincérité. Jonathan Groff, dans le rôle de Christophe, trouve ici un espace plus ample, notamment dans son grand morceau musical où l'affection devient enfin aveu. En version française, ces personnages conservent la nécessité d'un rythme très fin. La comédie fonctionne parce qu'elle n'interrompt jamais complètement l'émotion en cours. Les chansons sont signées Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez. Leur travail ne consiste pas seulement à fournir des refrains reconnaissables. Chaque chanson pousse un personnage à dire ce qu'il ne peut pas formuler dans le dialogue. Dans un autre monde, fait entendre le désir d'Elsa avant qu'elle puisse le rationaliser. Je te cherche transforme son enquête en besoin filial. Je fais le choix
retire à Anna tous les secours habituels pour ne lui laisser que la décision suivante. Même « Quand je serai plus grand » devient plus émouvante après coup parce que la promesse d'Olaf est contredite par l'expérience qu'il va traverser. La chanson d'Elsa, Into the Unknown, dans sa version originale, a notamment été nommée à l'Oscar de la meilleure chanson originale. Sa puissance vient de ce refus d'offrir une réponse simple. Elsa ne chante pas qu'elle est prête. Elle chante qu'elle résiste, qu'elle a peur de céder à un appel dont elle ne connaît pas le prix. Cette hésitation donne au morceau sa tension. Il ne célèbre pas la fuite. Il met en scène le moment où un personnage reconnaît que rester immobile peut devenir une autre forme de danger. Sur le plan visuel, le film pousse très loin l'animation des matières naturelles. Les feuilles, l'eau, les tissus, la brume et surtout les variations de la glace ne sont pas là seulement pour impressionner. À Arendelle, l'automne est chaleureux mais instable. Les feuilles s'envolent, les couleurs annoncent déjà la fin d'une saison. Dans la forêt, les éléments deviennent des personnages sans perdre leur nature. Gall se reconnaît par un tourbillon de feuilles. Le feu prend la taille nerveuse d'une salamandre. L'eau choisit la forme d'un cheval parce qu'elle doit être apprivoisée sans jamais devenir docile. Les géants de pierre restent presque sans visage, comme une force ancienne qui n'a pas besoin d'explications humaines. Cette attention aux éléments donne au film sa cohérence. Chaque esprit exprime une manière différente de répondre au monde. Gall demande du jeu et de la souplesse. Le feu demande de la délicatesse. L'eau demande de lâcher le contrôle. La terre demande de reconnaître une force qu'on ne peut pas vaincre frontalement. Elsa ne réussit pas parce qu'elle devient plus puissante que tout. Elle réussit parce qu'elle apprend, une par une, les limites de la puissance. Le barrage résume l'exact contraire de cette leçon. Runard croit qu'il peut régler son rapport à la nature et à Northuldra en construisant une structure qui immobilise l'eau. Il traite un système vivant comme un problème d'ingénierie politique. Elsa et Anna n'abattent pas le barrage parce qu'elles rejettent toute construction humaine. Elles l'abattent parce qu'il a été pensé pour contrôler, affaiblir et masquer. La pierre n'est pas coupable par elle-même. L'intention cachée dans sa construction, puis le mensonge qui l'a protégée, sont ce que le film oblige à regarder. Ce thème rend la suite étonnamment adulte sans la rendre lourde. Il ne s'agit pas de demander aux jeunes spectateurs de résoudre l'histoire réelle des peuples ou des territoires. Il s'agit de leur montrer qu'une belle histoire racontée par les siens peut contenir une omission. Agnard n'est pas présenté comme un homme mauvais parce qu'il n'a pas dit toute la vérité. Il ne la connaissait pas. Le danger commence lorsqu'on refuse de chercher davantage parce que la première version nous arrange. Anna incarne alors une forme de courage rarement mise au centre dans les grands récits fantastiques. Elle n'a pas la magie d'Elsa. Elle ne possède pas d'accès direct à Ahtohallan. Elle ne peut pas arrêter l'eau d'un geste. Ce qu'elle possède, c'est une faculté de relation et de décision. Quand le monde devient incompréhensible, elle demande qui a besoin d'aide. Quand la vérité arrive, elle se demande ce qu'elle exige. Cette lucidité pratique devient aussi spectaculaire, à sa manière, qu'une vague gelée au-dessus d'un château. Cette distribution des forces évite d'opposer Elsa, la sœur extraordinaire, à Anna, la sœur ordinaire. Anna n'est jamais réduite à l'absence de magie. Sa manière d'aimer a toujours eu une efficacité concrète. C'est elle qui avait traversé la tempête pour Elsa dans le premier film. Dans la suite, elle doit faire davantage, agir sans attendre qu'Elsa redevienne le centre rassurant de la situation. La destruction du barrage et sa décision, son risque et son geste de reine avant même qu'elle porte la couronne. Elsa, de son côté, accomplit un déplacement plus discret. On pourrait croire que le film la rend simplement plus libre parce qu'elle finit dans la forêt, sur un cheval d'eau, loin des obligations du palais. Or, la liberté qu'elle atteint est plus exigeante. À Arendelle, elle était aimée, mais toujours tentée de se définir par ce qu'elle devait retenir. Dans la forêt, elle accepte une responsabilité sans protocole, sans trône, sans règles écrites. Être le cinquième esprit ne la place pas au-dessus des autres esprits. Elle n'en devient pas la reine. Elle devient celle qui doit écouter les deux côtés quand ils cessent de se comprendre.
Cette nuance est visible dans sa première rencontre avec chacun d'eux. Gal ne répond pas à un ordre. La salamandre ne se soumet pas à une démonstration de froid. Le Noc ne devient pas une monture parce qu'Elsa l'a vaincu. Les géants ne se rendent jamais vraiment à elle. Le film semble dire que la compétence d'Elsa ne consiste pas à posséder les éléments, mais à savoir quand cesser de les contraindre. C'est le contraire exact de Runard, qui répondait à ce qu'il ne maîtrisait pas par la construction d'un barrage. Le parallèle entre Runard et Elsa est important parce qu'il rend sa crise à Ahtohallan plus intéressante. Elsa est moralement l'opposé de son grand-père. Elle ne veut dominer personne. Pourtant, lorsqu'elle poursuit le souvenir interdit malgré le danger, elle reproduit une tentation de contrôle. Elle veut une connaissance totale, tout de suite, même si son corps lui signale qu'il faut s'arrêter. La glace qui la fige n'est pas une punition arbitraire. C'est une limite. Elle doit apprendre que même la vérité ne peut pas être arrachée sans prix. Anna représente alors ce qu'Elsa ne peut pas accomplir dans l'instant, transformer la connaissance en responsabilité partagée. Elsa voit Runard frapper le chef de Northuldra. Anna reçoit ce souvenir sous forme de lumière, sans avoir été témoin de la scène. Mais elle lui fait confiance. Ce geste de confiance n'est pas aveugle, car toute leur histoire a préparé Anna à croire Elsa lorsqu'elle exprime enfin clairement ce qu'elle a trouvé. La sororité n'efface pas le besoin de preuve. Elle crée la possibilité d'agir à partir d'une preuve, même quand on n'a pas soi-même vécu chaque détail. Le récit utilise beaucoup la mémoire, mais il ne soutient jamais que la mémoire est pure. Les souvenirs d'Ahtohallan sont fiables parce qu'ils sont liés à la nature, pas parce que les personnages se souviennent parfaitement. Agnar a oublié le visage d'Iduna au cœur du chaos. Mathias est resté fidèle à un roi dont il ne connaissait pas l'intention réelle. Les Northuldra ont conservé la blessure de la trahison, mais pas l'ensemble des circonstances. Chaque groupe détient une partie de la vérité et une zone d'ombre. La réparation commence lorsqu'ils acceptent que leur récit ne suffit pas à lui seul. La construction du film se nourrit de cette fragmentation. Au début, le père raconte une légende. Dans la forêt, Olaf recompose une scène avec des figurines de glace. À Ahtohallan, Elsa voit des éclats. À la fin, Anna et Elsa écrivent des lettres. Une même histoire circule donc sous plusieurs formes. Conte, jeu, souvenir, preuve, correspondance. Le film ne donne jamais l'impression de présenter une leçon depuis l'extérieur. Il montre des personnages qui doivent apprendre à raconter autrement ce qu'ils croyaient savoir. Le choix d'ouvrir avec Agnar est particulièrement habile. Il place un homme absent au centre d'une image familiale apaisante, puis révèle peu à peu ce qu'il ne pouvait pas dire. Agnar n'est pas transformé rétroactivement en héros secret. Il reste un enfant sauvé, puis un père qui essaie de transmettre une histoire sans en posséder la fin. Iduna, en revanche, possède une connaissance qu'elle a gardée dans le silence. Quand Elsa entend la voix, elle ne reçoit donc pas une mission étrangère. Elle entend une part de son héritage maternel qui avait été mise de côté pour survivre dans le monde d'Arandel. La disparition des parents est traitée avec sobriété. Le film ne revient pas longtemps sur le naufrage. Il préfère montrer le départ, la décision de chercher Ahtohallan, l'inquiétude qui les pousse à laisser leur fille derrière eux. Ce choix garde la douleur à sa place. Elsa n'a pas besoin de revoir chaque détail de leur mort pour comprendre qu'ils l'aimaient. Elle a besoin de savoir qu'ils étaient partis vers une réponse, pas loin d'elle. Cette retenue explique pourquoi la chanson d'Iduna continue de fonctionner après plusieurs révélations. Au départ, la mélodie est une énigme, puis elle devient un souvenir d'enfance. Elle devient ensuite une piste, puis une trace de la mère disparue. Chaque fois que la même phrase revient, le film ajoute une couche de sens sans modifier artificiellement son émotion. La musique agit comme une mémoire qui a attendu le bon moment pour être comprise. La musique de Christophe Beck accompagne ce mouvement avec une attention très fine aux motifs. Les thèmes liés aux sœurs, à Arandel et à l'appel d'Ahtohallan ne remplissent pas seulement les scènes. Ils donnent l'impression que des éléments éloignés se répondent. L'appel de la voix, en particulier, ne sonne jamais comme un simple signal d'alarme.
Il contient déjà la douceur d'Iduna et le trouble d'Elsa. Le spectateur peut sentir avant de savoir que l'énigme est familiale. Les choix de couleurs racontent eux aussi une évolution. La Reine des Neiges était dominée par le bleu d'Elsa, le blanc de l'hiver et les rouges vifs d'Anna. Ici, l'automne ajoute l'ocre, le brun, le cuivre, les verts profonds de la forêt. Elsa porte d'abord une tenue qui rappelle encore son rôle de reine d'Arendelle, puis adopte à la fin une palette plus claire et plus naturelle, liée à Northuldra. Anna passe elle aussi d'un costume de voyage pratique à une silhouette royale plus affirmée. Ces changements ne sont pas des accessoires commerciaux. Ils rendent visibles des positions nouvelles. Elsa n'habite plus seulement le château. Anna n'est plus seulement celle qui suit. Le film prend aussi le risque de faire évoluer son humour. Olaf reste très drôle lorsqu'il raconte l'histoire du premier épisode aux soldats de la forêt, en résumé accéléré et volontairement absurde. Le passage fonctionne parce qu'il ne moque pas le premier film. Il reconnaît simplement que, raconté à toute vitesse, une aventure émotionnelle peut devenir une suite de détails invraisemblables. Olaf prononce les mots importants, mentionne les portes, l'hiver, le sacrifice d'Anna, puis change de sujet avec une désinvolture qui révèle combien les personnages ont déjà parcouru de chemin. Cette scène a une autre utilité. Elle rappelle à Mathias et aux soldats que le temps a réellement passé. Pendant 34 ans, ils ont été enfermés dans une guerre qui ne pouvait ni se conclure, ni être remplacée par autre chose. Le récit d'Olaf leur apprend, dans un désordre comique, que leur roi est mort, que son fils est mort, qu'Elsa a été reine, qu'Arendelle a traversé un hiver. Leur époque s'est arrêtée, pas celle du monde. Lorsqu'ils choisissent d'aider Anna, ils doivent donc accepter que leur identité de soldat ne peut pas rester intacte. Mathias est une figure très modeste, mais le film lui donne une résolution honorable. Sa barbe, son uniforme et son sens de la discipline pourraient facilement en faire un simple représentant du vieux royaume. Pourtant, il écoute. Quand Elsa se présente comme la nouvelle reine, il s'incline sans chercher à vérifier son propre prestige. Quand la vérité sur Runar est révélée, il ne se défend pas au nom de la tradition. Il agit pour empêcher un mensonge ancien de continuer à produire ses effets. C'est exactement ce que signifie son salut final avec Yelena. Une paix n'est non de l'oubli, mais d'une information enfin partagée. Yelena apporte la prudence nécessaire à cette paix. Elle n'accepte pas Arendelle parce qu'Anna est charmante ou parce qu'Elsa est puissante. Elle attend des preuves. Elle reconnaît le châle d'Iduna. Elle entend le récit de Mathias. Elle voit le barrage s'effondrer. Son accord final ne demande pas que Northuldra oublie Runar. Il reconnaît que les personnes présentes ont choisi de ne plus prolonger son geste. Cette distinction protège le film d'une réconciliation trop facile. Le rôle du barrage a parfois été lu comme un symbole environnemental, et cette lecture est naturelle. Il interrompt une eau vivante, il prétend organiser un paysage pour l'avantage d'un royaume, il dérègle les relations entre les habitants et les esprits. Mais le film est plus précis qu'un slogan. Il ne dit pas que toute intervention humaine sur la nature est nécessairement une agression. Il montre qu'une intervention conçue dans la défiance et le désir de domination finit par produire une rupture que la technologie seule ne peut pas réparer. L'enjeu politique reste toujours attaché à des visages. Anna regarde Arendelle depuis la forêt. Mathias regarde son ancien roi autrement. Elsa voit son père enfant. Yelena retrouve l'objet que portait Iduna. Cette attention aux personnes évite que les grands thèmes écrasent les personnages. Chaque idée a un objet, une main, une décision. Le châle dit l'identité d'Iduna avant qu'elle soit expliquée. La flèche de glace dit la confiance d'Elsa en Anna avant que celle-ci parle. Le barrage dit la trahison de Runar avant même qu'Atoaland la confirme. La longueur de la quête sert donc à faire passer Elsa et Anna par des épreuves distinctes, pas à répéter la même fuite. Elsa traverse les espaces où la mémoire est conservée. La brume, les sculptures, la mer, la glace. Anna traverse les espaces où cette mémoire doit produire un choix. Le camp, la grotte, la forêt, le barrage, la ville menacée. Leur séparation est douloureuse parce qu'elle rend chacune incomplète pendant un temps. Leur réunion fonctionne parce que chacune revient avec ce que l'autre ne pouvait pas obtenir.
Le titre français, La Reine des Neiges 2, conserve logiquement le nom que le premier film avait popularisé. Pourtant, à la fin, Elsa n'est plus seulement la reine associée à la neige. Elle a cessé d'être définie par un seul élément. Elle est liée au feu, au vent, à l'eau, à la terre et à ce qui les relie aux humains. Anna, elle, devient la reine d'Arendelle au sens institutionnel. Le titre demeure, mais les deux sœurs en redistribuent le sens. Lors de sa sortie en 2019, le film portait une attente immense. La Reine des Neiges, sortie en 2013, avait acquis une place exceptionnelle dans la culture populaire, notamment grâce à Libéré, Délivré et à son succès mondial. Revenir à Arendelle impliquait donc plus que raconter une nouvelle aventure. Il fallait justifier le retour sans refaire exactement l'hiver, la peur d'Elsa et la première séparation des sœurs. La suite répond en déplaçant le conflit vers l'héritage et vers une question qui n'avait pas encore de réponse. D'où vient réellement la magie d'Elsa? Le résultat a rencontré un très large public. Le film a dépassé 1,4 milliard de dollars de recettes mondiales, ce qui en a fait l'un des plus grands succès d'animation de son époque. Ce chiffre donne une mesure de son impact, mais n'explique pas à lui seul son intérêt. La popularité de la franchise crée une attente de confort. Retrouvez les chansons, les couleurs, Olaf, le couple Anna-Christophe. La Reine des Neiges 2 utilise ses repères, puis y introduit une gravité plus automnale. Les personnages ne reviennent pas pour refaire leur premier voyage. Ils reviennent parce qu'ils ont grandi assez pour poser de nouvelles questions. Cette maturité a aussi provoqué des réactions variées. Certains spectateurs ont été surpris par une intrigue plus dense, avec plusieurs révélations et une mythologie plus présente. D'autres ont apprécié que Disney laisse respirer des thèmes comme le deuil, l'héritage et l'incertitude. Ces deux lectures peuvent coexister. Le film avance vite, parfois au point de demander au public de raccorder plusieurs éléments, mais il garde une ligne émotionnelle très nette. Elsa cherche une origine, Anna refuse de la perdre, et toutes deux doivent choisir entre une sécurité héritée et une vérité difficile. La comparaison avec le premier volet éclaire cette différence. Dans La Reine des Neiges, Elsa croyait que la distance protégerait Anna. Anna prouvait que le sacrifice amoureux pouvait rompre cette logique. Dans la suite, les sœurs ont déjà intégré cette leçon. Elles ne doutent plus de leur amour. La menace n'est plus de savoir si elles s'aimeront assez. La menace est de savoir si l'amour résistera lorsque chacune devra exercer son autonomie. Elsa doit s'éloigner pour répondre à l'appel. Anna doit agir sans attendre le retour d'Elsa. Leur relation passe ainsi du sauvetage à la confiance. Cette confiance se lit dans les gestes plutôt que dans les promesses. Quand Elsa crée la flèche de glace qui porte le souvenir de Runar, elle confie à Anna une décision que personne ne devrait avoir à prendre seule. Quand Anna détruit le barrage, elle fait confiance au fait qu'Elsa a vu juste, même si elle ignore où elle se trouve. Quand Elsa revient et arrête la vague, elle confirme que l'amour entre elles n'est pas une chaîne qui les retient. C'est une force qui leur permet de se séparer sans se perdre. Le film fait de l'éloignement sa dernière image de maturité. Beaucoup de récits de famille imaginent la guérison comme un retour permanent dans la même maison. Elsa et Anna choisissent une autre forme de proximité. Elsa vit au nord, Anna gouverne au sud. Elles s'écrivent, se rendent visite, continuent de partager leurs découvertes. Il n'y a pas de rupture et surtout pas de punition pour celle qui suit sa voie. Le monde final est plus vaste que leur enfance, mais leur lien a appris à traverser cet espace. Cette idée donne du relief à la décision d'Elsa de ne pas rester reine. On pourrait y voir une abdication, comme si le film suggérait qu'une femme différente ne peut pas diriger une communauté humaine. Pourtant, tout le récit montre l'inverse. Elsa est une reine compétente. Lors du tremblement de terre, elle évacue Arendelle. Elle protège les habitants à plusieurs reprises. Elle écoute Pabi, cherche la vérité et refuse de sauver son titre au prix d'un mensonge. Sa décision finale ne vient pas d'une incapacité à régner. Elle vient de l'identification d'un rôle plus précis que personne d'autre ne peut remplir. Anna n'obtient pas le trône parce qu'elle serait une solution de remplacement. Elle le reçoit parce que le voyage a révélé ce qu'elle sait faire. Dès les premières minutes,
Elle observe les gens autour d'elle. Elle connaît la ville, comprend les réactions de panique, s'intéresse à ce que les autres ressentent. Dans la forêt, elle ne cherche jamais à imposer son statut de princesse aux Nortuldra. Elle parle, écoute, puis accepte qu'ils aient des raisons de se méfier. Cette attention est une compétence politique. La dernière scène ne la transforme pas. Elle rend officiel ce qui était déjà visible. La Reine des Neiges 2 est aussi très attentive à ce que les personnages ne disent pas. Elsa n'avoue jamais en détail à Anna combien la peur de perdre ses parents continue de l'habiter. Anna ne dit pas toujours à Christophe qu'elle est trop anxieuse pour remarquer ses tentatives de demande. Mathias ne raconte pas sa fatigue d'avoir servi un roi absent pendant 3 décennies. Les chansons, les objets et les regards prennent donc le relais des explications. Le film trouve souvent son émotion dans un silence bref, juste avant qu'un personnage choisisse de faire quelque chose. Regardons la scène où Elsa demande à Anna de repartir. La situation n'a pas besoin d'être compliquée par une dispute spectaculaire. Anna veut rester, Elsa veut avancer seule. L'une parle avec une peur immédiate, l'autre avec une inquiétude plus retenue. Aucun mot cruel n'est prononcé. Pourtant, leur séparation est douloureuse parce que chacune sait que l'autre agit par amour. Cette précision empêche le conflit de devenir artificiel. Leur problème n'est pas qu'elles ne se comprennent plus. C'est qu'elles comprennent trop bien ce qu'elles risquent de perdre. La présence d'Olaf rend cette douleur supportable, mais elle ne l'annule pas. Son humour naît souvent de la manière très littérale dont il observe le monde. Lorsqu'il parle des changements de saison, il ne cherche pas une métaphore. Il veut réellement savoir pourquoi les choses ne restent pas identiques. La question paraît naïve, puis revient avec gravité lorsque sa propre existence se défait. La disparition d'Olaf ne sert donc pas seulement à provoquer les larmes. Elle oblige Anna à vivre, pendant quelques minutes, dans un monde où la magie d'Elsa pourrait ne plus revenir. Sa réaction est d'autant plus forte qu'elle n'essaie pas de nier ce qu'elle ressent. Anna ne répond pas à la disparition d'Olaf par une phrase de courage préfabriquée. Elle admet qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle reconnaît qu'elle est incapable de voir l'issue. Puis elle s'accroche à une action minuscule. La prochaine chose juste. Le film ne prétend pas que cela résout le chagrin. Il propose une manière de ne pas s'y laisser immobiliser. Cette formule a trouvé un écho particulier parce qu'elle ne dépend pas de la magie du monde d'Arendelle. Elle peut s'appliquer à une décision ordinaire, à un moment de deuil, à une erreur qu'il faut réparer. Mais dans le film, elle garde sa force grâce à sa situation exacte. La prochaine chose juste pour Anna n'est pas un slogan général. C'est réveiller les géants, courir vers le barrage, accepter le risque qui pèse sur sa maison et sur les habitants qu'elle aime. Le principe devient vrai parce qu'il entraîne une conséquence réelle. Le montage de la séquence finale fait circuler cette conséquence entre plusieurs lieux. Anna et Christophe courent vers le barrage. Elsa est dans une glace blanche, loin de tous. Arendelle attend au bord du fjord. Les Nortuldra et les soldats regardent le mur tomber. Puis la vague traverse les montagnes. Le film relie des personnages qui ne se voient pas, mais dont les choix dépendent les uns des autres. Ce montage donne une forme concrète au thème du pont. Personne ne résout l'histoire depuis son propre point de vue. Lorsque la vague atteint le château, Elsa l'arrête avec le nock, Gall et sa magie. Le geste est spectaculaire, mais le film évite de le présenter comme une victoire individuelle. Elsa ne serait pas revenue sans la destruction du barrage. Le barrage ne serait pas tombé sans Anna. Anna n'aurait pas atteint la forêt sans Elsa, ni survécu aux géants sans Christophe et les autres. La scène est conçue comme un aboutissement collectif, même si la glace d'Elsa en offre l'image la plus mémorable. L'équilibre entre spectacle et émotion est l'une des réussites de l'animation. Le nock surgit d'une mer nocturne, les cristaux d'Atoalan se déploient dans une immense salle vide. La vague se courbe au-dessus d'Arendelle. Ces moments donnent au film l'ampleur attendue d'une grande production Disney. Mais il revient toujours à des éléments plus petits. Le châle d'Iduna, un papier de lettres. La main d'Anna sur celle d'Elsa, Olaf, qui perd sa feuille. Le grandiose n'efface pas l'intime. Il le rend plus visible.
La forêt enchantée n'est jamais réduite à une carte imaginaire avec des règles à apprendre. Elle possède une texture. La brume absorbe les sons. Les troncs encadrent les personnages jusqu'à les faire paraître minuscules. Les couleurs automnales deviennent presque électriques lorsque Gale les soulève. Dans certaines scènes, les feuilles tournent autour d'Anna et Elsa comme si le décor hésitait entre accueillir les visiteuses et les mettre à l'épreuve. Cet environnement ne cherche pas seulement à être beau, il oblige les héros à abandonner les certitudes d'Arendelle. Le choix d'ancrer Northuldra dans une inspiration same est également visible dans les costumes, les chants et les rapports à la nature. Le film ne fait pas de cette inspiration un simple décor exotique. Il l'inscrit dans la révélation sur Iduna et dans la critique du pouvoir d'Arendelle. Il reste toutefois dans un univers de contes, avec ses propres personnages et sa propre géographie. L'intérêt de Northuldra ne vient pas d'une prétention documentaire. Il vient de ce qu'il donne au film un autre imaginaire que celui du château européen et qu'il force Arendelle à regarder son histoire depuis l'extérieur. Cette perspective permet de comprendre le changement de ton entre les deux épisodes. Le premier était construit autour de la découverte d'une émotion individuelle. La peur d'Elsa pouvait devenir un hiver pour tout le royaume. La suite s'intéresse à une émotion devenue institution. La peur de Runar envers une communauté et envers la magie produit un barrage, une guerre et un silence de plusieurs décennies. Le passage de l'intime au collectif est ambitieux. Il ne retire rien à la relation des sœurs. Il l'inscrit dans un monde où les blessures personnelles et les récits politiques se répondent. Le personnage de Runard reste volontairement peu développé, et cette simplicité a une fonction. Le film n'a pas besoin de le rendre séduisant ou tragiquement complexe. Sa peur est assez claire. Il redoute ce qu'il ne peut pas contrôler. Son geste est assez clair. Il attaque alors qu'il prétend négocier. En ne lui accordant pas de longues justifications, le récit refuse de transformer la trahison en malentendu excusable. La question intéressante se déplace vers ceux qui découvrent sa faute après sa mort. Que faire d'un héritage dont on bénéficie sans l'avoir choisi? Elsa et Anna répondent sans nier l'attachement qu'elles portent à leur famille. Elles n'effacent pas Agnard des portraits, ne renient pas Arendelle, ne déclarent pas que tout le passé est faux. Elles distinguent ce qui mérite d'être aimé de ce qui doit être corrigé. Agnard était un père qui aimait ses filles. Runar était un roi qui a trahi Northuldra. Les deux vérités peuvent exister dans la même lignée. Cette capacité à ne pas simplifier l'histoire est ce qui rend la réparation possible. Le personnage d'Iduna est la clé de cette distinction. Elle a choisi Agnard après l'avoir sauvé. Leur relation n'annule pas la faute du royaume. Elle montre qu'une autre relation entre les deux peuples était possible dès le départ. Elsa et Anna ne créent donc pas un pont à partir de rien. Elles retrouvent, puis élargissent, celui que leur mère avait commencé à incarner. Le film s'appuie sur cette continuité familiale, sans jamais faire de la naissance un privilège magique suffisant. Les deux sœurs doivent agir. Leur origine leur donne une responsabilité, pas une dispense. Il faut aussi remarquer la manière dont le film traite l'idée de destin. Elsa est appelée par Ahtohallan, les esprits la reconnaissent, et tout semble conduire à la révélation qu'elle est le cinquième esprit. Pourtant, les décisions majeures ne sont jamais imposées par une prophétie. Elsa choisit de répondre à la voix. Anna choisit de détruire le barrage. Mathia choisit de renoncer au récit de Runar. Yelena choisit de coopérer. Le destin ouvre une porte. Il ne décide pas de la traverser. Cette liberté explique pourquoi le film peut parler à plusieurs âges. Les plus jeunes peuvent suivre les esprits, les chansons et la grande course contre la vague. Les spectateurs plus âgés peuvent sentir le poids du départ des parents, la difficulté de vivre avec une vérité familiale incomplète ou l'étrangeté de choisir une vocation qui éloigne de la maison sans détruire les liens. Les niveaux de lecture ne se superposent pas comme des leçons. Ils circulent dans les mêmes scènes. Les chansons facilitent cette circulation. Elles suspendent l'action, mais elles ne l'arrêtent jamais vraiment. Lorsque Christophe chante seul dans la forêt, le film révèle un aspect de son personnage qui ne pouvait pas émerger au milieu des dangers. Sa crainte de perdre Anna
parce qu'il ne sait pas exprimer ce qu'il ressent. Lorsque Olaf chante sur le fait de grandir, la mélodie installe une légèreté qui rend sa disparition plus sensible. Lorsque Anna chante dans la grotte, les images sombres et le mouvement lent laissent enfin la douleur prendre toute la place. Chaque morceau choisit une vitesse différente, et cette variété évite que le film se repose sur une seule formule musicale. La mise en scène de « Je te cherche » montre bien cette ambition. Elsa n'est pas entourée de personnages qui valident ce qu'elle ressent. Elle avance dans un vide glacé, accompagnée par des silhouettes de mémoire qui apparaissent et disparaissent. À mesure qu'elle monte, les gestes deviennent plus grands, la musique s'élève, mais le décor reste froid et presque vide. L'ampleur du chant n'est donc pas une célébration du triomphe. Elle mesure le vide que Elsa essaie de traverser. À l'inverse, Je fais le choix réduit le monde. Anna est enfermée dans un espace sombre. Olaf vient de disparaître. Le morceau ne cherche pas l'élévation immédiate. Il commence dans la fatigue, dans l'impossibilité de continuer, puis trouve un rythme en avançant. Les deux chansons se répondent. Elsa veut aller plus loin pour découvrir qui elle est. Anna veut avancer parce que rester immobile serait renoncer à ce qu'elle sait être juste. L'une est attirée par l'inconnu. L'autre est soutenue par une responsabilité immédiate. La décision finale de partager les rôles est donc préparée par toute la structure musicale et narrative. Elsa appartient à l'appel, à la mémoire et aux éléments. Anna appartient au présent, aux habitants, aux liens qui doivent être entretenus jour après jour. Il ne s'agit pas d'une opposition entre la rêveuse et la réaliste. Elsa est capable de sauver une ville, Anna est capable de comprendre une vision. Mais le film reconnaît que leurs forces s'épanouissent dans des lieux différents. Arendelle, à la fin, n'est plus exactement le même royaume. Il a survécu à la vague, mais il a perdu l'innocence de son propre récit. La ville peut continuer à célébrer ses fêtes et à admirer son fjord. Elle sait désormais que son histoire est liée à la forêt, que le mur de brume n'était pas un mystère naturel et qu'un roi de sa lignée a provoqué la rupture. La paix avec Northuldra ne peut pas effacer cela. Elle peut seulement devenir plus honnête parce qu'elle l'inclut. La lettre d'Elsa à Anna donne à cette conclusion son calme. Après les tremblements, les géants, la glace et la vague, le film termine non sur une dernière bataille, mais sur des nouvelles échangées. Elsa raconte, Anna écoute, puis Anna répond. C'est une manière très simple de montrer que la communication a remplacé le silence. Le premier film avait commencé avec deux enfants séparés par une porte fermée. Le second finit avec deux femmes qui ne vivent plus sous le même toit, mais qui n'ont plus besoin de fermer la porte entre elles. Cette dernière idée résume peut-être le mieux le parcours de la Reine des Neiges 2. Le film part d'un appel entendu dans le calme d'un château. Il traverse une forêt que l'histoire a emprisonnée, découvre la violence cachée dans un barrage, fait passer ses héroïnes par une séparation presque insupportable, puis revient à Arendelle avec une vérité qui ne détruit pas le royaume, mais l'oblige à changer. Elsa ne gagne pas une réponse parce qu'elle est la plus puissante. Anna ne devient pas reine parce qu'elle a attendu son tour. Toutes deux avancent parce qu'elles ont accepté de regarder ce qui les reliait au passé, puis de choisir ce qu'elles en feraient. Quand Elsa rejoint le Noc sous le ciel clair de la forêt, elle ne disparaît pas. Quand Anna ouvre une lettre dans le château, elle n'est pas abandonnée. Entre la mer, les arbres et les maisons d'Arendelle, quelque chose circule enfin librement. La mémoire, la confiance et la possibilité de répondre autrement à ce qui faisait peur. C'est là que le film laisse ses personnages, pas dans une perfection immobile, dans un monde vivant où l'on peut encore entendre un appel et décider, cette fois, de ne plus y répondre seul. Il reste enfin à regarder ce que le film choisit de ne pas résoudre complètement. La paix entre Arendelle et Northuldra commence, mais aucune scène ne prétend que des décennies de méfiance disparaissent parce qu'un barrage est tombé. Elsa peut être le pont, Anna peut gouverner avec justice, Mathias et Yelena peuvent se serrer la main. Rien de cela ne fait revenir les années perdues. Cette retenue donne à la fin une valeur plus grande que celle d'une réconciliation instantanée. Les personnages ont cessé de vivre dans le mensonge. C'est le commencement nécessaire, pas une ligne finale qui efface tout.
Le rôle des 4 esprits reste lui aussi mystérieux. Et c'est heureux. Le film explique assez pour que les choix d'Elsa aient une logique, mais il ne transforme pas Gall, Bruni, le Noc et les géants en un catalogue de pouvoirs à utiliser dans une suite d'actions. Il garde une présence animale, météorologique, imprévisible. Gall peut jouer avec les feuilles et souffler un personnage dans la bonne direction. Bruni peut s'endormir dans la main d'Elsa tout en restant une flamme prête à courir. Le Noc offre sa vitesse, mais demeure une mer qui peut rejeter. Les géants collaborent à la destruction du barrage sans devenir des alliés apprivoisés. Cette distance protège la magie du film. Elle permet également à Elsa de trouver une place qui ne la réduit pas à une explication définitive. Être le 5e esprit répond à la question de ses origines, mais ne ferme pas son avenir. Elle devra continuer à écouter, à voyager, à maintenir le contact entre la forêt et Arendelle. Le dernier plan sur elle, libre et calme, n'est pas l'arrivée dans un statut parfait. C'est l'image d'une personne qui a enfin cessé de chercher à devenir quelqu'un d'autre. Anna reçoit une conclusion tout aussi vivante. On la voit organiser la vie d'Arendelle avec une attention joyeuse, entourée de ceux qui comptent pour elle. Sa royauté n'a pas la froideur d'une cérémonie distante. Elle ressemble à ce qu'elle a toujours été, une manière de faire de la place aux autres. Même son bonheur avec Christophe gagne à ne pas être traité comme une récompense séparée du reste. Il peut enfin lui proposer un avenir, parce qu'ils ont traversé une période où la présence, et non la formule parfaite, a prouvé leur attachement. Le film dure un peu plus d'1h40, mais son monde semble large parce qu'il prend le temps de faire exister les passages. Arendelle n'est pas seulement le décor d'un prologue, c'est un foyer dont la sécurité compte. La forêt n'est pas seulement un territoire d'aventure, c'est un lieu retenu dans une histoire interrompue. Artoalan n'est pas seulement la destination d'une quête, c'est l'espace où les souvenirs deviennent trop réels pour être utilisés sans précaution. À chaque étape, le paysage modifie ce que les personnages sont capables de dire ou de comprendre. Cette géographie donne aussi au film une belle manière de parler de la famille. Les parents d'Elsa et Anna sont absents, mais ils ne sont jamais seulement une blessure scénaristique. Le récit les retrouve dans une chanson, un châle, un geste de sauvetage, une décision prise avant un voyage fatal. La famille n'est pas présentée comme un coffre fermé qui contiendrait une vérité pure. Elle est faite de choses transmises, de choses tues, de choses que les enfants doivent parfois chercher eux-mêmes. Comprendre cette complexité n'empêche pas Elsa et Anna d'aimer leurs parents. Cela leur permet de les voir avec plus de vérité. La Reine des Neiges 2 trouve ainsi une tonalité particulière parmi les suites animées. Elle accepte de retrouver les plaisirs immédiats de son univers, l'humour d'Olaf, la romance de Christophe, les chansons d'Elsa, les portes d'Arendelle ouvertes sur le fjord. Mais elle ne les utilise pas pour prétendre que rien ne change. Le temps avance. Les filles du conte du début deviennent des adultes capables de prendre en charge une histoire qui les dépasse. La magie devient moins une exception brillante qu'une responsabilité de relation. Et c'est peut-être pourquoi le dernier échange entre les sœurs est si apaisant. Après avoir entendu une voix venue du lointain, après avoir suivi les traces d'une mère et découvert la faute d'un grand-père, Elsa peut enfin écrire de son propre chef. Anna peut lire sans craindre ce qui a été tu. L'appel qui ouvrait le film venait d'un passé enfermé. La lettre qui le conclut vient d'un présent partagé. Entre les deux, il y a eu une forêt libérée, une ville sauvée, un barrage détruit, une séparation traversée. Le film ne demande pas d'oublier ces épreuves. Il montre comment elles peuvent devenir les raisons d'un lien plus lucide, plus vaste, et finalement plus libre. La dernière force du récit tient à cette sobriété. Aucune réponse n'annule la douleur, aucune magie ne transforme la réparation en geste sans coup. Le barrage tombe, la ville manque d'être emportée, les sœurs se retrouvent parce que chacune a accepté de faire ce que l'autre ne pouvait pas faire à sa place. Puis le film ralentit. Il laisse Anna tenir sa lettre, Elsa courir dans la forêt, Olaf recommencer à s'étonner. Ce calme n'est pas l'oubli de l'aventure. C'est la preuve qu'après avoir regardé le passé sans détour, Arendelle peut enfin imaginer son avenir avec les portes ouvertes.
Leur avenir ne promet pas l'absence de conflit. Il promet mieux, la possibilité de l'affronter ensemble, avec vérité et attention.